podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue. Ce matin, on aborde un sujet que j'ai vraiment hâte d'aborder. On accueille un expert qui a traduit le livre They Ask You Answer, la méthode Taya. On accueille Stéphane Dadercher. Bienvenue, Stéphane. Bonjour, Simon. Stéphane est de Pinavox et celui qui a traduit le livre et qui est un système. On parle beaucoup de marketing de contenu. On est à l'ère de la production de contenu. On a l'impression souvent que c'est un peu de tout azimut et tout ça. Puis je vais le vulgariser vraiment rapidement, mais la méthode Taya, ce que je trouve vraiment très intéressant, puis il y a des cas de figure, il y a vraiment des preuves de marché très, très fortes ailleurs qu'ici aux États-Unis, mais aussi ici, puis on va en discuter avec Stéphane qui l'a implanté plusieurs fois. C'est vraiment une façon, une méthode sur laquelle asseoir sa production de contenu qui adresse des préoccupations des acheteurs, mais sans plus tarder, merci Stéphane d'être venu te prêter au jeu du podcast ce matin, puis bienvenue. De rien, merci de m'avoir invité. Ben écoute, premièrement, on va briser ça. Cet super accent, il vient de où? Ça vient de la Suisse. Souvent, maintenant, les gens, ils pensent que je viens quelque part du Nouveau-Brunswick, peut-être, là, mais à l'origine, je suis suisse, donc ma langue maternelle, c'est l'allemand. C'est l'allemand, OK, bon, c'est ça. Juste pour classer les choses, effectivement, juste pour ne pas avoir d'ambiguïté. Écoute, on s'est rencontrés, pas de cachette, là, dans un groupe, je fais partie du groupe Tech Canada. Tu étais conférencier, puis c'est là qu'on a fait connaissance, puis franchement, puis j'ai lu ton livre, je reviens de vacances, ça fait quelques semaines, j'ai l'habitude de lire des livres business, puis j'en ai parlé déjà à mon équipe. Je suis très enthousiaste. Je suis fervent des systèmes, des méthodes qui sécurisent un peu dans un monde où c'est, je dirais pas du n'importe quoi, mais il y a beaucoup de voix out there, puis peu qui nous disent, bah, c'est quoi la voie où aller quand on est une PME? Ça peut paraître gros, la production de contenu. Ça peut paraître, pour beaucoup de dirigeants, c'est une dépense plus qu'un investissement parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils trouvent que ça ne donne pas de résultat. Fait que, vas-y, déballe-nous ça. Qu'est-ce que c'est Taya? Mais tu sais, en gros, je vais accrocher à ce que tu viens de dire, parce que dans le temps, quand moi, je m'occupais de vente et marketing chez Impact, une petite compagnie d'à peu près 5 millions de chiffre d'affaires de Saint-Jacques. C'est un peu juste avant Joliette, là, l'extérieur de Montréal. Tu sais, on était déjà présent à l'international avec un gros partenaire. Mais ça, c'est essentiellement ce partenaire-là qui faisait notre marketing parce qu'il nous a amenés à ces démos, à ces open house chez des clients. Impact, là, c'est une compagnie qui distribue de la machinerie, hein, je pense. Exact. Le partenaire, c'est le manufacturier en particulier. Oui, c'est d'autres manufacturiers des machines connexes dans la même industrie. Okay. Donc, dans le fond, c'était des machines pour dans la chaîne de production de boîtes en carton, comme vous les voyez aujourd'hui. Les boîtes de Timbit, par exemple, ça roulait dans nos machines aussi. Donc, on était un producteur de juste une niche, vraiment dans toute la production des boîtes de carton. Donc, pour nous, ben, c'était plein d'ingénieurs partout et moi, je chapeautais les ventes, des ventes techniques. On ne faisait pas vraiment le marketing ou la vente, juste pousser des choses. On était juste des gérants de projets techniques avec des clients. Et à un moment donné, quand on a arrêté cette collaboration à l'international avec ce client-là, parce qu'on était déjà connus, et là, je me dis, comment on peut continuer cette visibilité-là? Et c'est là pour nous, justement, ce que tu viens de dire, côté marketing, c'était comme, ben là, on fait juste quelque chose qui est beau, qui est visible, mais comment
comment ça va vraiment rapporter quelque chose? Tu sais, comment c'est pas juste de l'air chaud qu'on fait quelque part, et tu sais, c'est une dépense, justement. Et c'est là où je suis tombé sur le principe de Ask You Answer. Ça a beaucoup résonné avec nous parce que ça disait clairement, faut que tu sois honnête, transparent et ouvert avec tes clients en répondant à leurs questions publiquement et régulièrement. Après ça, tu mesures qu'est-ce qui te rapporte tes projets et tu améliores ça. Qu'est-ce qui te rapporte pas, mais tu laisses à côté. Donc, déjà, cette notion-là a clairement bien résonné avec tes ingénieurs pour dire tout ce que tu fais, il faut que tu sois capable de mesurer. Aussi dans la vente, activement, d'impliquer les vendeurs dans la démarche. Donc, au cœur de Ask You Answer, que j'ai traduit après en Il demande, vous répondez, c'était les clients aujourd'hui, comme nous tous, quand on fait des recherches, on veut essentiellement savoir 5 sujets tout le temps. C'est combien ça coûte, c'est quoi des problèmes, c'est quoi les comparatifs à ce qu'on cherche, les reviews et les meilleurs d'eux. Ça se résume toujours à ça. Là, tout le monde veut le savoir au privé, mais quand on en vient au business, souvent, les gens, ils ne parlent pas du tout sur leur site web de ces sujets-là. Donc, ils essaient de dire, ah non, non, dans notre industrie, c'était vraiment hallucinant. Les gros joueurs, là, il y avait 3 géants qui sont à peu près 1 milliard de revenus. Nous, on était à 5 millions à ce moment-là. C'est vraiment David contre Goliath. Eux autres avaient des gros budgets marketing, mais c'était tout pour faire du beau, pour voir comment leur machine roule impeccable dans une usine. Tout le monde sait, c'est pas la réalité après. Et ils adressaient jamais un problème. C'est sûr qu'il n'y a jamais de problème sur ces machines-là. Et ils ne parlaient pas combien ça coûte. Et nous, on a vraiment commencé à adresser ces sujets-là, à vraiment dire de où à où se situe un impacteur dans notre industrie. C'est quoi des problèmes pendant l'installation et ses solutions. Et c'est tout ce contenu-là, finalement, qui nous ont propulsés sur le web à dépasser ces géants-là sur le web. Donc, c'est plus que 100 fois plus grande, mais on les a dépassés parce que régulièrement, on était là et on a vraiment répondu aux questions, aux craintes des clients potentiels. Et au final, ça, oui, moi, pourquoi après j'ai lancé Pinavox, c'est parce que je suis arrivé à un niveau que notre pipeline était plein de tous ces prospects-là. J'avais 2 millions dans le pipeline, que des gens qui essayaient de trouver une solution à leurs problèmes dans une usine et nous ont trouvé par des articles. Et je pouvais montrer que même avec les bons outils, un article nous a amené un client qui a acheté pour 250 000 $. Clairement mesurable. Et on avait 10 fois plus de clients via le web qui ne nous connaissaient pas, justement. Et qui, tu sais, c'est ça le fun, si tu es dans une situation, après tu gères les ventes, le marketing, les gens t'arrivent à te dire merci pour qu'est-ce que tu fais sur le web, pour les informer, les éduquer. Toi, tu es content parce qu'ils arrivent vers toi déjà mieux informés, ils pensent déjà « Hey, je pense que j'ai besoin de ça ». Toi, tu as juste à valider et c'est bon. Et le meilleur des choses, c'est quand tu fais beaucoup de contenu de vidéo, les gens, ils pensent te connaître avant même que tu leur parles la première fois. Donc, tu sais, à la fin, c'est ça tout ça, tout ce qui est arrivé, c'est basé sur la confiance. Donc, finalement, clairement, à chaque chose que tu fais, tu bâtis la confiance parce que tu es ouvert à répondre à leurs questions. Et tu n'as pas peur de parler des prix parce que nous, par exemple, dans notre industrie, on était les seuls à avoir des prix fixes, tout le temps pareil. Les autres donnaient des discounts de 5 à 40, 50% quelquefois. Mais si tu fais ça, évidemment, tu ne peux pas parler de prix sur ton site web parce que ça varie beaucoup trop. Mais oui, pour revenir, là, finalement, le principe de Ask You Answer après, c'est de monter la confiance de tes clients potentiels envers toi à chaque fois que tu te positionnes quelque part sur le web ou en personne après aussi. Là. Comment, c'est super intéressant, puis je pense qu'il y a beaucoup à analyser, mais après l'avoir vu d'un point de vue technique, je pense que
c'est clair, on va voir, tu fais le travail. De un, je pense qu'il y a une phase journalistique à l'interne. Hein? C'est pas d'impliquer, c'est pas juste le département marketing qui fait la job. Là, Non. là vous alliez en production, vous alliez au niveau des ventes, peut-être ailleurs, je sais pas. Vous allez voir des clients, j'imagine, puis les sujets vous D'autres viennent. experts, là, justement, Ouais. dans l'industrie. Là, ouais. De quel département, de quelle personne à l'interne il y avait le plus de sujets qui sortaient? Est-ce que c'était les ventes ou... Pour nous, tu sais, justement, au début, on a impliqué. Tu as vu que moi, j'ai géré les deux départements. Dans un PME, souvent, c'est ça le cas. Ben, tu as l'avantage, tu n'as pas deux silos. Tu n'as pas quelqu'un qui dit ah, j'amène des leads et l'autre, je vais traiter des leads et ils ne se parlent pas ou ils ne sont pas contents un envers l'autre. L'idée dans toute l'approche est claire que tu combines les deux et ça a été les plus pertinents tout de suite au début. Ça vient des gens qui sont en contact avec tes clients. Donc, évidemment, moi, je supportais beaucoup et en fait, d'autres directeurs aussi l'approche. On a participé beaucoup au début parce que oui, il y avait des vendeurs qui qui craignaient ou en fait, qui étaient plus pour dire, ben, j'ai pas besoin de tout ça, je sais comment vendre mes machines. Mais à la fin, en utilisant les bons outils, on a clairement montré à tout le monde, hey, tu vas accélérer tous tes échanges avec tes clients. Justement, notre cycle de vente est allé de 12 à 6 mois, qui est énorme dans une industrie comme ça, en utilisant les bons outils, les bons contenus dans la vente. Donc, au début, c'était des brainstorms vraiment avec les vendeurs ensemble pour poser juste plein de questions. Et au début, ils disent « Ah, je ne me rappelle plus qu'est-ce que les clients ils demandent, mais tu commences à discuter un petit peu. » Ou, tu sais, aujourd'hui, justement, aujourd'hui, nous, on a commencé ça quand le AI n'était pas encore existant comme ça. Et tous les outils d'enregistrement de ta réunion, ça commençait à sortir, étaient encore assez coûteux. Et aujourd'hui, c'est facile. Tu sais, si je commence avec une compagnie, je dis OK, on va enregistrer vos appels Zoom avec tes clients. Et là, vous vous rendez même pas compte, mais vous répondez à plein de questions. On va juste les sortir, les adresser une à la fois, les publier sur le web et ça fait déjà du travail. Et après ça, en fait, en première priorité, on montre aux vendeurs comment utiliser le contenu, le bon contenu au bon moment tout de suite, parce que c'est là où il y a les quick wins. Directement. Tu m'as parlé d'une histoire aussi de formulaire. Je pense que c'était très parlant, ça, je pense. Oui, ça c'était dans notre industrie, justement, pour vraiment évaluer avec un client, est-ce qu'il va avoir des gains dans sa production avec notre machine et quelle configuration va lui donner ces gains-là? Il fallait savoir c'est quoi les types de boîtes qu'il produit, comment il les impacte dans la caisse de transport. Donc, tu sais, par exemple, les boîtes Timbit, là, il y a comme typiquement 2 rangées, des paquets inversés. Ça, c'est dans une caisse de transport qui va chez des Tim Hortons. Mais ça, il faut savoir. Et nous, on avait un formulaire peut-être trop compliqué dans le passé aussi. Mais on a envoyé souvent ça avec un courriel pour dire, s'il vous plaît, remplir tout ce formulaire-là. Comme ça, on peut vous revenir avec les nouvelles vitesses, justement avec la bonne configuration. Et souvent, ça pouvait prendre jusqu'à 8 semaines ou plus. Et à un moment donné, comme vendeur, je l'ai fait moi-même. Tu ne sais plus comment faire le suivi pour avoir des réponses. Donc là, on a dit, OK, on va faire un processus. Tu sais, on va clairement expliquer c'est quoi notre processus d'analyse et projet et dire pourquoi, à quelle étape c'est important, ces informations-là. Et on avait fait une vidéo vraiment très basique qui expliquait comment prendre les mesures, comment prendre les informations. Et ça, on a été 2 vendeurs à tout de suite l'utiliser et mon collègue a eu le succès après 1 semaine, le client est arrivé tout préparé à la réunion, à l'envoyer avant la réunion. Donc, après 1 semaine, on pouvait déjà clairement parler de ces nouvelles vitesses, la configuration. Parce que lui, il a compris pourquoi là, c'est important. Et une vidéo que ça fait aussi, peut-être pas le gérant qui va remplir le formulaire, mais il peut juste le transférer. Il n'y a pas un courriel compliqué qui explique
tous les détails écrits qu'il y a plusieurs façons à interpréter. Que personne ne va lire. C'est ça. Ça d'habitude, ces longs courriels-là, et personne ne va lire, mais une vidéo de 2 minutes qui explique rapidement, mais ça, c'est facile. Donc, c'est là où il y avait eu des gains et tout, dans le fond, tout avec ces choses-là au début dans une compagnie, c'est là où tu vas amener le momentum dans l'équipe de vente. Parce qu'au début, justement, il y en a ceux qui disent, mais non, tu sais, je n'ai pas besoin de ça, je sais comment gérer mes projets. Mais là, si tout d'un coup, l'autre arrive à avoir des infos 2, 3 fois plus vite, tu dis, ah, moi, je veux avoir la même chose, je ne veux pas relancer les clients plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que ça commence au début. Là. Ça, c'est les succès à l'interne. Je pense que c'est là que ça démontre tranquillement sur l'impact sur la longueur du cycle de vente et tout ça. Parle-nous des résultats à l'externe. Si tu nous disais, quand après X années, on a implanté le système, on était rendu, j'ai quitté l'entreprise, le pipeline était plein, il y avait 2 millions de chiffre d'affaires dans le pipeline. Ça a été quoi les grandes étapes pour vous rendre là au niveau impact de visibilité puis de lead entrant? En fait, ce que tu mesures tout de suite, parce que tout ça, on dit, ben, on parle de marketing, là, mais tout ça est finalement une approche pour gérer du revenu pour la compagnie. Donc, on focus beaucoup sur la vente. Donc, c'est là les choses internes. Après 3-4 mois, on a eu tout d'un coup un nouveau lead de la Roumanie. C'est là on s'est dit, OK, ça marche. C'est tout d'un coup quelqu'un qui ne nous connaissait pas du tout. Et c'est sûr que la Roumanie, ce n'était pas un pays où nos machines avaient beaucoup de succès parce que la main-d'œuvre là-bas n'est pas assez chère. La production n'est pas assez dispendieuse encore pour ces compagnies-là. Mais ça a montré clairement, hey, ça commence à fonctionner. Et c'était par la suite, une fois qu'on a vraiment eu la routine de publier 2 articles par semaine, la routine était prise à l'interne, les processus étaient clairs, comment on sort les idées, comment on les met sur le web, sur un bon article. Et après ça, tranquillement, ça a commencé à monter. Et tout d'un coup, tu vois, tu sais, c'est un effet boule de neige. Donc, sur à peu près 1 an, on est allé de 300 visites organiques par mois à 2000. Donc, c'était une croissance exponentielle. B2B, hein, quand même. Ouais. Et ça, justement, dans une industrie où tout le monde, aujourd'hui encore, pousse des visites en personne. Tu sais, ces gros géants-là, leur idée, c'est encore les reps, ils ont des quotas de visiter 6 à 12 clients par semaine. Tu sais, il faut être devant eux pour pousser les idées et tout ça. Mais des Ask Your Answer, ça va vers... Mais va juste offrir tes services à tous ceux qui cherchent déjà avec beaucoup d'intention. Mm-hmm. Parce que c'est eux qui vont trouver tes articles. Évidemment, une fois que tu as bien ta routine interne pour créer le contenu, et ça, je dis toujours aujourd'hui, les gens, ils disent tout de suite, réseaux sociaux aussi, LinkedIn et ça, tout, mais fais pas tout de suite tous les réseaux si tu n'as pas encore ton processus interne qui roule. Évidemment, après, tu vas le publier, tu peux le mettre dans tes newsletters si tu as déjà. Mais c'est là, au début, là, tu vas chercher ceux qui cherchent une solution à la problème sur le web. Fait que ce que tu dis, c'est qu'au début, vous produisiez du contenu, mais vous ne le distribuiez pas nécessairement. Vous le stockiez sur votre site Internet, bien référencé avec les bons titres, H1H2, bien recherché. Je le vois encore beaucoup de compagnies aujourd'hui qui ont tellement rien sur le web, ou juste un site web peut-être très bien monté, c'est comme une brochure. Mais elle ne répond pas aux questions des clients. Et après ça, ben, tu sais, c'est pas de la magie, juste refaire un site web. C'est juste faire le contenu d'avant plus beau. Mais le site ne va pas tout de suite aller chercher les intérêts. Il faut qu'il soit dynamique. Il faut que, justement, avec le temps qu'on a clairement vu, c'est pas pour rien par la suite qu'on a dépassé sur le web tous ces géants-là, parce que notre site web était devenu l'autorité dans le marché. Et c'est sûr que tu peux le propulser dès que tu fais tes premiers contenus et tu as un newsletter, tu envoies ça déjà là-dedans, tu génères des clics. Tu utilises ça avec les vendeurs. Ça, c'est pour, oui, les gens, ils cliquent, mais tu veux surtout leur expliquer, ça c'est dans la vente éducative que les vendeurs doivent apprendre aussi.
comment amener à un client qui devrait lire ça? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on sait, ça prend plusieurs heures d'exposition à quelqu'un pour faire confiance. Et Marcus Sheridan, il l'a déjà vu aussi. Si les gens ils ont dépassé lire 30 pages sur son site, ça a plus que doublé le taux de conversion pour arriver à avoir des rendez-vous et des projets avec des clients. Donc, comment on peut amener des gens à lire un article que tu as écrit ou écouter une vidéo, mais c'est de leur expliquer qu'est-ce que ça va leur apporter. Tu sais, par exemple, lire cet article-là, ça va nous sauver 30 minutes dans notre prochaine réunion. Parce que tout va déjà être... tu vas tout avoir compris et on peut parler de ton projet tout de suite. Fait que c'est aussi de montrer, d'enseigner aux vendeurs à se servir du contenu dans leur processus de vente. Absolument. Ça sert, oui, dans le top du funnel, si on veut, au premier lead qui recherche des solutions. Puis dis-moi, au niveau strictement SEO, allons-y technique pas trop longtemps, parce que bon, mais quand vous nommez vos articles, quand vous nommez vos pièces de contenu, ce que vous faites, est-ce que c'est juste les préoccupations que vous entendez avec vos oreilles à l'interne des vendeurs, des gens en production, des ingénieurs, comme tu parlais, qui sont en contact avec les clients, qui dictent le sujet de l'article? J'imagine le sujet, oui, mais la façon de le nommer, est-ce que vous faisiez aussi des recherches de trafic, de mots-clés qui étaient recherchés sur le web et tout? Parce qu'il y a des domaines qui sont quand même nichés, c'est difficile d'avoir ces mots-clés-là aussi. Bien, c'est ça. Tu sais, nous, au début, dans nos recherches, je me rappelle bien, je pense, on avait un mot-clé qui était la colleuse. C'est justement, c'est la machine qui plie et qui colle les boîtes qui était en amont de la nôtre. Ça, c'était le mot le plus recherché, mais je pense que c'était à 100 recherches par mois. Ouais, ça, c'était pas énorme, là. Et là, tu pouvais pas déterminer c'est quoi exactement les autres phrases comme d'autres industries. Mais finalement, c'est plus avec l'aspect de Yes You Answer. Est-ce que là, tu vas parler combien ça coûte? Ou, par exemple, tu sais, souvent, les gens, ils parlent, ah ouais, tu sais, les clients, ils n'ont pas de questions sur des problèmes, mais OK, mais quand ils parlent ils te demandent comment l'installation va se dérouler, c'est parce que dans leur tête, il y a plein de problèmes pendant l'installation. Ils ont vécu des installations d'enfer. Donc, comment tu peux juste amener à parler des problèmes? Tu sais, il faut revenir. Chaque fois, c'était comme les grands 5 sujets. Comment on peut les amener dans les titres? Oui. Et c'est ça, votre processus, c'était plus de vous questionner sur les préoccupations à l'interne par rapport à vos clients que de faire des recherches. Mais c'est ça, tu sais, les recherches, ça donnait pas énormément. Après ça, on avait, nous, des formations à l'accompagnement aussi pour les meilleures pratiques dont ils demandent vous répondez. Yes You Answer. Donc, on était guidés quand même un peu là-dedans. Et aujourd'hui, je dis au monde, justement, quand il dit « Ah, mais là, après, les tactiques SEO et tout ça », je dis « Ben, commencez par avoir du contenu qui est vraiment honnête, transparent, qui connecte avec les lecteurs, qui amène une éducation, une pièce vraiment de formation que la personne va commencer à lire de « Oui, OK, oui, il a compris. Là, il m'a compris plutôt, là, lui qui a écrit. Je apprends beaucoup de choses et il essaie pas de me pousser sa solution. Ça, c'est primordial. Dans tout ce que tu crées, ne pas dire « Et au final, viens acheter chez nous. » Non. Si tu es prête à évaluer tes options, viens nous contacter. Sinon, ben, il y a prochaine étape, un autre article pour comprendre les prochaines étapes ou comment choisir X, Y, Z. Est-ce que, justement, tu dis, il n'y a pas, il y a pas de presse. Est-ce qu'il y a des call to action dans vos articles à ce moment-là? Est-ce que tu en mettais quand même? Oui, au début, on avait optimisé le formulaire de contact pour clairement dire là aussi qu'est-ce qui va se passer une fois rempli le formulaire. Pas juste dire, hey, contactez-nous. Vraiment expliquer le processus. Et ça, juste ça, ça a doublé le taux de conversion parce que les gens, ils comprenaient. Et après, on a ajouté une vidéo aussi qui parlait. Moi, je parlais à expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'on ne va pas les spammer en dedans de 24 heures, il y a une réponse, juste pour confirmer, prendre rendez-vous ou discuter le sujet. Donc, baisser la barrière d'entrée, enlever la peur de « Ah ouais,
m'inscrire à une autre newsletter que, tu sais. Donc, le premier call to action, vu qu'on n'avait pas encore beaucoup de choses, c'était ben, si vous êtes prêt maintenant, contactez-nous. Mais très discret. Mais tu sais, c'est avec le temps, évidemment, ça évolue. Là, tu peux amener à d'autres articles, à d'autres documents à télécharger. Oui. Ouais, OK, tu te fais du référencement Ben, sur à un moment donné, d'autres. tu fais comme le rabbit hole experience sur ton site, que les gens y ouvrent plein d'étapes parce qu'à chaque fois, tu parles de nouveaux sujets qu'ils peuvent apprendre. Parce que oui, avec le temps, tu as comme une centaine d'articles sur ta plateforme blog qu'on a appelée Learning Center, où il faut aussi que tu amènes avec le temps plus de structure, comment les gens ils peuvent se trouver là-dedans. Là. Est-ce que vous produisiez du contenu, vous le traduisiez automatiquement en anglais? Vous le produisiez en français et plus en anglais? Ou? Ben, plus de langues que ça. Ah oui, OK. On a écrit en anglais, après ça, évidemment, français, italien, espagnol et allemand. Wow, OK. La raison pour ça, c'était nous, on avait les vendeurs à l'interne qui parlaient ces langues-là. Donc, moi qui parlais allemand, une autre de mes collègues qui parlait italien, espagnol, on avait aussi. Donc, on a dit, mais si on fait la vente éducative, si je parle déjà avec les clients, un client en allemand, et là, je les laisse, je dis, hey, je vais t'envoyer un document pour lire jusqu'à la prochaine rencontre. Je ne peux pas lui fournir ça en anglais. Non. Parce que il y a des choses marketing sur le web, sur LinkedIn, à un moment donné, tu dis, ouais, ça doit être une langue. Aussi, des vidéos, au début, on n'a que fait anglais avec les sous-titres. Mais donc, toutes les pièces qui étaient utilisées dans la vente active, on les a traduites. Et bon, il n'y avait pas encore vraiment AI, mais on avait utilisé un outil qui s'appelle DeepL, qui était déjà poussé par AI. On a eu des traducteurs externes et tout, mais finalement, il fallait quand même que nous, on relie les vendeurs qui parlaient cette langue-là ont pris le temps de relire, corriger, parce que dernière chose que tu veux, que quand tu envoies ça à quelqu'un, que finalement, il y a plein de coquilles, plein d'erreurs, dans notre industrie, il y a des termes très spécifiques. Donc, c'était quand même beaucoup de travail. Et si tu demandes aujourd'hui, les vendeurs, ils trouvaient ça pas toujours très agréable, là, mais là, c'est fait. Là, le gros de la vente est fait. Et toutes ces pièces qui étaient sur le web et sont utilisées aujourd'hui, c'est encore valide, vont juste être updatées et rapportent encore des leads. Là. Là, tu peux le mesurer. Là, vous avez... Oui, tu sais, à la fin, on a clairement vu sur HubSpot, OK, on a tant de leads via le contenu espagnol, italien, français, allemand. Et en fait, c'est pour ça aussi, d'aujourd'hui, un bon ami en Autriche qui est aussi coach certifié They Ask You Answer, lui, il a traduit le livre en allemand. Et il m'a demandé dans le temps, c'est lui qui m'a donné en fait l'idée de traduire le livre aussi en français, mais c'est dans la version allemande, moi et Impact, on est comme cas de succès de They Ask You Answer parce que justement, ils voulaient pouvoir montrer aux Européens. C'est pas juste une approche américaine marketing qui fonctionne. Même en Europe, on fait nos recherches et je pouvais montrer qu'on a eu du succès des Allemands qui ont fait de la recherche, qui nous ont trouvés, qui nous ont contactés via le site web. Tu as raison de l'amener parce que souvent, des méthodes, des recettes comme ça qui sont bâties aux États-Unis, tu sais, ce qui est difficile à comprendre des fois pour des gens qui sont ici, c'est qu'on n'est pas les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont un marché de quoi, 350 millions, 400 millions d'habitants? C'est ça. Tous en anglais, une langue, C'est ça. 350 millions de personnes, beaucoup de business, une masse critique incroyable. Donc, c'est deux choses. C'est difficile de percer parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais quand ça perce, tu n'as pas la complexité d'être en plusieurs langues puis de faire comprendre que tu es dans une île, sur une île quelque part, comme le Québec, par exemple. T'sais. Ça, j'ai envié quelquefois, ou encore, là, parce que moi, maintenant, dans ma compagnie aussi, je recrée un peu la même complexité parce que je peux offrir mes services en allemand, en français et anglais. Mais oui, quand tu commences toute une production de contenu, c'est ça au début qui est gros, qui est complexe. Pareil, de tout créer ça. Et justement, si c'est juste anglais, c'est plus facile. Mais pour revenir au succès, ça montre pareil. Ici, comme ailleurs, dans d'autres langues, les gens ils vont aujourd'hui sur le web pour s'informer et trouver des réponses à leurs questions. Et si toi, tu es le premier à l'offrir,
en français, ici au Québec, les gens vont te trouver, c'est sûr. Oui, non, tout à fait. T'es là et il faut... C'est là où, à la fin, cette recette-là fonctionne très bien si on s'y met et on a une régularité. On ne peut pas juste dire, oui, on fait 10 pièces de contenu, après ça, ça va être bon. Non, si on embarque là-dedans, c'est jamais vraiment terminé. Là. Non, c'est ça. Mais c'est comme ça. Mais à la fin, tu sais, clairement, l'idée avec tout le monde que je travaille maintenant, là, c'est la vision de vraiment devenir la voie de confiance dans leur industrie. Tu sais, notre vision chez Impact, c'était même si on est les plus petits, si quelqu'un rentre chez un client ou même compétiteur dans la business et ne connaît pas l'industrie, que les gens vont dire, hey, va sur tel site web de Impact, lire tel article, telle vidéo, tu vas apprendre à comment, tu sais, c'est quoi l'essentiel de notre industrie, tu sais, les lignes de production. Et tu sais, dans le fond, pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que je parle des titans de confiance, parce que même si tu es plus petit, tu peux vraiment être la voix de confiance, l'autorité vraiment, et l'autorité au niveau de connaissance, transparence. Et c'est là, tout d'un coup, dans notre industrie, tu sais, j'ai pas fait l'autre aspect de SEO, de backlinking, d'aller chercher plein d'autres sites. Vous n'avez pas fait du tout? On l'a pas poussé, mais parce qu'on a publié, et évidemment, j'étais en contact quand même avec les grosses plateformes, les journaux qui se faisaient dans notre industrie. Eux, ils commençaient à me demander s'ils ne pouvaient pas réutiliser notre contenu. Tu sais, un article que j'avais écrit sur, et ça, c'est pas moi l'expert dans tout, mais j'ai pris toutes les connaissances de notre compagnie, là, de différents experts, sur comment j'optimise une production des boîtes en carton avant même d'installer une de nos ou un empaqueteur point. Même pas les nôtres, hein, ou d'un autre compétiteur. Donc, j'ai donné des tips and tricks. Et ça, c'était évidemment pour tout le monde. Donc, les autres journaux, qui faisaient même encore des versions imprimées, mais qui faisaient aussi sur le web, mais ils voulaient reprendre. Et j'ai dit, OK, sans problème, juste linker notre site web. Donc, tout d'un coup, des plateformes très visitées, très reconnues, tu as des backlinking plusieurs fois. Ça s'est fait de façon naturelle, organique davantage. Tu parlais tantôt de la fréquence. Hein? Je pense que c'est quand même tu parlais de... C'est quoi la fréquence minimum pour que ça fonctionne, selon toi, des Answer? Tu sais, je dirais, aujourd'hui, ceux qui sont dans un marché saturé, où il y a déjà beaucoup de monde qui font du contenu, tu sais, ils disent clairement comme 3 à 5 pièces de contenu incluant vidéo par semaine. Mais je rencontre tellement d'industries ou des joueurs dans des industries où il n'y a personne qui est sur le web. Là, de juste avoir 1 à 2 régulièrement par semaine des contenus écrits, vous allez déjà dépasser tous vos concurrents rapidement. C'est quoi les industries saturées en ce moment ici au Québec, selon toi? Tu sais, évidemment, maintenant, tout le monde qui offre du marketing, qui fait lui-même tu sais, je parlais avec une agence de marketing de dire, fais ton propre contenu. Tu sais, dans marketing, il y a quand même beaucoup de choses déjà. Tu sais, aux États-Unis, on voit... tu sais, on parlait tantôt, il y a, mettons, des assurances. Il y a plein de compagnies qui font déjà beaucoup de contenu. Donc, ça va être plus lent que le contenu que toi, tu crées, qui est probablement plus transparent si tu appliques tes Ask You Answer, va vraiment prendre effet. Donc, tu sais, et là où tu vas justement, tu vas à 3-4 pièces par semaine rapidement. Mais tu sais, tout ce qu'on discute ici souvent dans des manufacturiers, industriels, tout ce qui est machinerie. Même service professionnel, j'imagine. Oui, c'est ça. Plusieurs, ils ont peut-être commencé à faire des questions-réponses les plus fréquentes, des réponses aux questions les plus fréquentes, les FAQs. Ils font souvent ça. Mais après ça s'arrête. Et si tu leur parles, tu dis, mais on a déjà toutes les réponses sur le web. Je dis, oui, mais tu l'as fait une fois, donc Google, qui est quand même encore très important, va pas voir un dynamisme sur ton site web. Et le AI, au final, il va pas voir plus. Tu sais, ça amène au point que les gens aujourd'hui disent toujours, mais tu sais, Stéphane, c'est peut-être bien beau, là, t'es numéro 1 sur Google, mais aujourd'hui, c'est plus Google, c'est ChatGPT et autres. De un, il y en a encore plein de gens qui
Google seulement, ils ne sont même pas encore sur AI. Mais de deux, le AI prend les infos de ce qui est disponible sur le web. Oui. Et comme dans notre cas, dans notre industrie, il n'y a personne qui produit ces contenus-là. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu commences dans une industrie très nichée, tu ne peux pas juste demander à AI de aussi écrire tes articles parce qu'il ne connaît rien. Il faut que tu ailles les routines internes à fournir les bonnes infos et là, tu peux les nourrir. Mais là, tu fais en sorte que une fois que tu publies, justement, tu veux par la suite quand même le pousser à plusieurs places. Plus que le AI voit te popper partout, donc tu sais, LinkedIn, tout dépendamment du business, Instagram, Facebook, mais après ça, TikTok, YouTube, ton site web, tout ça. Plus que l'AI voit tous ces signaux-là, mais plus que tu es la référence. Oui, il faut qu'elle constate à plusieurs endroits. Vous autres, j'ai une question qui sort du sujet peut-être, mais vous publiez en 4 langues, 5 langues. Ouais. Au niveau LinkedIn, au niveau réseaux sociaux, vous faisiez quoi? Bon, au début, on voulait aussi utiliser Facebook. Et une fois qu'on a vu comment ils traduisent mal des choses, parce que tu ne pouvais pas publier, tu sais, quelquefois, là, en tout cas, il y avait eu des glitches quand non, on l'arrête parce que c'était vraiment des traductions très mauvaises. Là. Et on a aussi dit non, Facebook, ça va devenir juste pour, dans le fond, le local pour la marque employeur. Ouais. Et sur LinkedIn, la compagnie a publié en anglais. Et ce qu'on faisait après, c'est comme chaque rep, parce que dans HubSpot, on avait connecté tous les comptes LinkedIn de nos vendeurs. Et par exemple, moi, je postais un article qui était déjà disponible en allemand avec un post en allemand. Un en allemand et un en anglais de la compagnie. C'est pour avoir un peu des différences. Okay. Donc, chacun qui parlait sa langue va aussi faire un post dans sa langue. OK, vous le propagiez par les personnes. Oui, c'est ça. Mais à la base, c'était en anglais partout. Oui, parce que sur le corpo. à un moment donné, il s'est dit, ben, il faut quand même voir qu'à peu près 60% de la clientèle, c'était plus anglophone en tout, si c'était pas plus, là, en fait. On parle, puis je vais arriver à la fin avec ça, on parle de retour sur investissement en marketing quand on y croit. Un investissement et non une dépense. Ouais. Retour sur investissement que toi, tu constates, la méthode des Ask You Answer, Ouais. dans ton expérience, mais aussi dans tout l'aspect, je pense que une méthode qui était appliquée aux États-Unis, mais c'est en général, ça prend combien de temps avant que tu reviennes sur ton investissement? Puis après un certain temps, on s'attend à quoi? Tu sais, il y en a plusieurs métriques, là, dans un que tu peux tout de suite influencer, mais c'est ça, il est souvent le plus difficile à mesurer, c'est le cycle de vente. Mais si tout de suite, tu commences à appliquer les bons contenus, tu peux accélérer les choses, comme j'ai mentionné, avec plus rapidement arriver à avoir un projet. C'est sûr que ça, à la fin, moi, j'ai fait un résumé sur 3 ans de couper 50% le cycle de vente. Ce qui est comme, ce qu'il faut imaginer là-dedans, ça veut dire que chaque rep a potentiellement plus de 50% de plus de ventes par lui. Donc là, si tu commences à comparer des salaires des vendeurs, mais tu es rapidement au-dessus de ceux, mettons, 150, 200 000 là, gagnés. Là. Mm. Mais ce qui est mesurable, c'est ça que les wins directs, c'est quand tu peux vraiment mesurer, OK, j'ai eu ce client-là à cause de tel article, et il a acheté, et nous, j'ai eu les statistiques, là, tu peux le montrer clairement, 250 000 de projets est rentré grâce à un article publié. Donc ça, si tu dis, OK, ça a payé 2 ans de salaire de la personne qui a coaché, plus qui a créé le contenu, plus son coaching. OK? Et après ça, on payait des Google Ads. Bon, nous, on était autour de 3-4 000 parce que vraiment, nos mots-clés étaient très nichés. Là. Mais d'autres compagnies, ils payent facilement 5, 6 à 8 000 par mois. Nous, cet investissement-là, ça donnait souvent peut-être un client potentiel pas très bon là, par mois, mais à la fin, on avait 8 à 10 par mois bien qualifiés. Mm.
parce que vous mettiez vos Google Ads sur le contenu que vous produisiez et non juste sur site Internet en général. Non, mais parce que, non, en fait, de ce que je veux dire, les 8 à 10, c'était sans Google Ads. Donc, à un moment donné, il y en a qui sont clairement coupés. Donc, si tu dis une compagnie qui paye 5 000 par mois pour Google Ads, tu veux dire, OK, 60 000 par année, tu peux arrêter parce que ton contenu, tu sais, ton contenu, t'es mis numéro 1. Et si t'es numéro 1, tu ne mets pas ton argent sur Google Ads parce que les gens, ils priorisent les liens non sponsorisés. Ouais. Donc, si tu es là comme faut sur Google, mais de un, aujourd'hui, avec le AI Research, c'est de toi que ça va tirer. De deux, après, les vidéos proposées, ça va être de toi. Et tous les premiers liens, ça va être de toi si tu le fais comme faut. Donc, 60 000, maintenant, sauvés en Google Ads direct dans ta poche. Oui, il y a beaucoup de... Puis la croissance que ça a amené aussi, j'imagine. Parce que c'est souvent ce qui amène la tranquillité, la visibilité pour les directeurs. Parce que tout d'un coup, les gens ne sont pas habitués. Tu sais, ils vont faire leur forecast sur les discussions des clients. Mais tu n'as jamais des gens qui sont intéressés à toi que tu ne connais pas. Ça, ce chiffre noir aujourd'hui que les gens ils disent... Tu sais qu'ils ne sont même pas conscients que combien vont sur leur site web et ils quittent. Mais peut-être ils étaient là, à un moment donné, ils téléchargent un de tes documents et là, ben, ils sont dans ton écosystème. Là, tu peux les nourrir avec plus de contenu éducatif. Et là, tu as toute une banque de ce nouveau contact-là. Mais par la suite, justement, nous, on a eu beaucoup plus de visibilité. Parce que justement, les 2 millions de pipeline, c'était que, tu sais, à un moment donné, j'ai posé clairement des questions dans un formulaire pour dire, ça, c'est 2 millions que je sais, il n'y a personne qui nous connaissait avant. Parce que sinon, aujourd'hui, avec les cookies et tout ça, tu ne peux pas toujours déterminer de où exactement ça vient. Bon, là, il faut que tu commences à poser des questions pour clairement dire à ta compagnie qu'est-ce qui était vraiment grâce au contenu. Et, tu sais, dans le fond, c'est ça, sur un chiffre d'affaires de 10 millions, c'est 2 millions et purement grâce à ça. Mais, tu sais, c'est ça les wins après que tout le monde voit, OK, on est arrivé au point qu'on a une visibilité plus loin. Les gens nous connaissent partout. Les gens en fait, pour mon patron, ce qui était le plus important quand on est numéro 1 et pas un de nos partenaires et avant nous sur le web, ça on est même avant tous les gros concurrents, mais aussi que tout le monde avec qui on parlait par la suite pensait qu'on était comme 10 fois plus grande. Oui, l'aura dégagée était différente de la réalité comme telle. C'était une compagnie de, tu sais, dans tous ces 3-4 ans-là qu'on a fait, on est allé à un moment donné, un gros saut avec la pandémie et tout, de 5 à 10 millions. Là. Donc, et on avait 60 employés. Les gens ils pensaient que c'était 200 et plus employés. Parce que oui, sur le web, on était plus visible sur le web que ces compagnies-là qui faisaient 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est une super belle histoire, puis vraiment très excitant. Tu sais, je pense que c'est éclairant. Puis c'est pas si récent que ça, hein, des Ask You Answer. Je veux dire, ça roule, ça bosse depuis un certain temps. Ouais. Mais le livre, ta sortie du livre en français, elle est récente. Oui, exact. Un gros merci, Stéphane. C'était très éclairant. Pour des gens en marketing comme nous, c'est stimulant au possible. Mais je pense que pour des dirigeants de PME aussi qui cherchent vraiment une direction à prendre, en tout cas, puis quand on est dans des niches, on a l'impression que c'est une tare, c'est négatif peut-être. En tout cas, un gros merci d'être venu puis de la générosité de ton propos aujourd'hui. Un gros merci. Bienvenue. Comme toujours, on fait une checklist seulement pour les gens qui s'abonnent à notre chaîne, mais une checklist qui reprend les points importants, puis on va aussi mettre évidemment tes liens de contact, où est-ce qu'on peut acheter le livre et tout ça, donc où est-ce qu'on peut trouver, évidemment. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go.
N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.